Bonjour Valentin. Sur l'idée qu'on allait faire une petite vidéo sur quoi manger, non, mais dans quoi nous allons faire à manger. Et puisqu'on s'intéressait essentiellement à comment faire, enfin, à quoi faire à manger, à notre santé, quel ingrédient ou quel repas est le mieux pour tel ou tel, pour la santé en général. Et donc, moi, en tant que cuisinier, maintenant depuis 22 ans, j'ai arrêté pour me consacrer essentiellement à la naturopathie, mais entre autres à l'accumulation entre naturopathie et cuisinier pour donner une dimension un peu plus santé. Donc, dans quoi on fait à manger était important. On peut voir effectivement ici des revêtements plus ou moins, sur cette page de présentation, plus ou moins saines. Donc, aujourd'hui, c'était de faire un tour d'horizon pour parler un peu de ces ustensiles qui sont dits antiadhésifs ou contenant des produits nocifs pour la santé et qui font partie de notre quotidien, de nos objets de déco même pour certains. Voilà un petit peu le sommaire. Pourquoi s'intéresser aux ustensiles? C'est quoi un ustensile sain? Les ustensiles à utiliser, les matériaux à éviter, pourquoi il faut les éviter. Ce n'est pas juste non plus une question d'utilisation de nos ustensiles, c'est aussi, et ça va plus loin, c'est aussi une question environnementale, on pourra le voir pour après. Et donc, là, donc, c'est quelques liens qui sont sur justement ce qu'on parlera des sources d'exposition aux polluants, en tout cas, qui sont environnementaux, mais aussi présents dans nos cuisines. Donc, pourquoi s'intéresser aux ustensiles de cuisine? Bah, c'est pour éviter un supplément de perturbateurs métaboliques qui, donc, peuvent chroniquement engendrer des problèmes sur la santé. En tout cas, surtout si on a des prédispositions ou en tout cas l'environnement lorsqu'on les accumule. Ça, on le voit souvent dans les cours. En tout cas, l'environnement est essentiel dans notre démarche de santé. Et donc, effectivement, on l'a vu, c'était pour éviter une pollution environnementale. C'est-à-dire qu'à échelle mondiale, l'industrie utilise énormément de perturbateurs métaboliques ou endocriniens. Et donc, cela se retrouve dans notre environnement vraiment partout. Et il y a des études qui ont essayé de chercher au Groenland ou en tout cas en Arctique, effectivement, il y a des articles qui le montrent que l'Arctique contient énormément de polluants. Donc ça prouve bien aussi que même là-bas, on en retrouve, donc ça voyage, donc on en trouve partout dans notre environnement et pas que dans notre nourriture. Mais qui dit environnement dit que ça va se retrouver aussi dans les animaux qu'on va manger, les légumes. Donc voilà, euh, c'était inutile d'en rajouter avec nos ustensiles de cuisine qui peuvent être parfois dire ah mais ça coûte cher de le changer, je vais continuer avec. Bon voilà, c'est un investissement, il faut le voir sur du long terme. Et puis bah, on connaît bien les ustensiles que nos grands-parents utilisaient, en tout cas pour les bons ustensiles sains qui nous permettaient de... C'était des ustensiles qu'on se passait de génération en génération. Euh, Voilà, donc qu'est-ce qu'un ustensile sain? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi ils sont bons pour la santé? Donc, ils sont non réactifs, pas de migration de métaux ou de produits chimiques entre l'ustensile et l'aliment. Ils sont durables et recyclables pour l'environnement, faciles à entretenir pour la prolifération bactérienne, donc lavables, désinfectables. On a vu que aussi c'était une mauvaise idée d'utiliser le lave-vaisselle pour ces ustensiles, qu'il fallait préférer le lavage à la main, mais notamment aussi pour un contact entre l'humain et l'environnement microbactérien. Donc à la main, c'est le lavage à la main, c'était beaucoup plus sain, on va dire, et qui réduit son impact environnemental. Donc ça, voilà, ce sont un peu les quatre critères qui font qu'on choisit aussi pour sa santé, la santé des autres et notre environnement, puisqu'on parle, comme on a dit, de notre environnement qui est le facteur principal déclencheur, qui est donc l'environnement qui appuie sur le flingue, donc comme vous le dites souvent, comme tu le dis souvent. J'ai sélectionné un petit peu à travers les ustensiles à utiliser plusieurs ustensiles sains, l'acier inoxydable, la fonte naturelle, le verre borosylate, qui est donc on pourrait traduire par le Pyrex, la céramique non traitée, parce qu'on verra que les revêtements, ou en tout cas les couleurs peuvent être aussi affectées par des polluants.
Et les bois non vernis, alors effectivement, on peut penser à l'exemple d'une planche à découper. On peut penser, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec le bambou, mais le bambou peut avoir aussi des revêtements qui sont pas forcément bons pour la santé, ou en tout cas, peut y avoir une transmission entre l'aliment et l'ustensile. Et donc, pourquoi on utiliserait ces aliments sains? On l'a vu juste auparavant dans les diapositives précédentes, mais l'acier inoxydable robuste et ne se corrode pas et ne libère pas de particules. Donc, généralement, on va voir un petit peu plus en détail ce que c'est l'acier inoxydable avec les différentes qualités d'alliage, en tout cas et les marques aussi qui vont nous servir d'indice. La fonte naturelle, eh bien, effectivement, qui n'est pas enrichi par le fer. Donc, il y a un petit lien juste ici sur PubMed qui nous montre qu'effectivement, la teneur en fer pourrait apporter euh, davantage de fer dans les aliments, puisque après étude, on a pu constater que certains aliments tenaient plus de teneur en fer après cuisson avec des ustensiles en fer. Et puis le verre Pyrex, qui est un verre inerte idéal pour la cuisson, la conservation. On peut aussi conserver au frigo, par exemple, dans des contenants en verre. Donc voilà, tout ça fait que, et puis c'est comme on disait, hein, c'est quand même durable et puis c'est réutilisable. On peut penser aux boîtes plastiques, par exemple. Moi, je sais qu'en cuisine, en tant que cuisinier, les boîtes plastiques sont omniprésentes. On n'utilise pas de verre dans les frigos, par exemple, pour stocker, puisque si ça tombe, ça casse, et en cassant, ça peut se retrouver dans toutes les préparations faites. Liquide par chaleur, hein, de liquide, c'est pas effectivement un petit passage sur la cuisine. On en avait parlé déjà dans un devoir que et je vous avais dit qu'effectivement, je t'avais dit que euh, dans les cuisines, c'était pas toujours le cas, c'était pas des ustensiles forcément sains, on va dire, pour la santé. C'était des poêles qui étaient bien usées, bien grattées. euh, et souvent, c'était pas le patron, il va pas y voir vraiment un avantage ça va plutôt être une charge supplémentaire qu'une rentabilité finalement. Donc la santé n'est pas forcément présente dans les restaurants ou dans tous, ou voilà, bon, ça c'est un autre débat, mais donc on va se mettre à parler un peu plus concrètement que Alors, juste. je me permets juste de te couper. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on a des ustensiles usés, comme par exemple, on peut parler de l'aluminium, on peut parler des revêtements Téflon, etc., il se passe ce qu'on appelle le fait de lixiver. C'est-à-dire que ces particules, elles vont finalement, avec la cuisson, et pas que, je veux dire, après, avec le grattage, etc., ça se retrouve directement dans notre alimentation. Et tu parlais tout à l'heure de perturbateurs endocriniens, etc. Et ça a un impact. En fait, c'est un gros impact. Nous, ce dont on parle de l'exposome. Donc, de tout ce à quoi on est exposé. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui que tu nous parles des ustensiles, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ils vont s'attarder sur quoi manger, mais très peu de gens pensent à comment le cuisiner. Et donc, pour répondre aux gens qui diraient que ça coûte cher, ben, tu l'as expliqué tout à l'heure, les éléments que tu présentes aujourd'hui, peut-être qu'à l'achat, ils sont chers, mais en fait, on les garde beaucoup plus longtemps. Et ils Ouais, vont peut-être s'user beaucoup moins vite. Et donc, au final, quand on fait un bon calcul, on préserve notre santé et puis on garde des ustensiles dans lesquels on va investir. C'est un investissement finalement. Donc, c'est bien important que les gens ils comprennent que c'est pas juste le fait de cuisiner dans un vieux machin et tout ça. Et comme tu l'as dit, les restaurateurs, pas tous, mais la majorité, ils n'ont pas la santé des gens à cœur. Ce qui l'intéresse, c'est de faire bien à manger, que ce soit rentable et que les gens soient contents. Mais eux, est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'il y a dans leur aliment, qu'est-ce qu'on a utilisé, comment on a cuisiné, etc. C'est vrai que c'est pas évident. Et ça, c'est important de faire une vidéo comme aujourd'hui pour justement expliquer l'importance de l'impact de ces ustensiles sur la santé. Je te laisse continuer. ouais, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Donc, c'est un engagement effectivement qui est peut-être cher, mais finalement, quand on parle de santé, on parle d'investissement déjà quand on est dans la santé. Donc, l'ustensile de cuisine
contribue à cet investissement-là et fait partie de cet investissement global. On parle de global et on a là aussi. Donc, les distances, pour parler un peu de ça, voilà pourquoi on dit inox 1810, c'est 18% de chrome, 10% de nickel. Bon, ce sont pas des. Et puis le reste, c'est majoritairement du fer, hein. J'ai un ami qui m'a parlé justement du nickel et qui est dentiste. Et bon, là, c'est compris dans un alliage et c'est donc intéressant de le voir et c'est pas juste du nickel. Donc, le chrome, le nickel, le carbone, bien sûr, et puis d'autres traces de manganèse, silicium, azote peuvent être ajoutées en petites portions pour renforcer ses propriétés mécaniques. Bon, effectivement, l'inox, c'est le métal, enfin en tout cas l'ustensile. Les ustensiles en inox sont les ustensiles qui sont les plus connus, on va dire, ou en tout cas utilisés aujourd'hui, puisque enfin moi dans ma tête en tout cas, quand j'ai commencé à utiliser des ustensiles inox, c'était les seuls ustensiles qui pouvaient être sains pour ma pratique, surtout en cuisine. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qu'on va voir après, mais et puis, c'était aussi peut-être dans notre cuisine aujourd'hui, on est moins on peut être sur des plats préparés, mais on est moins sur des plats préparés de grand-mère, donc on est plus sur des crayons peut-être sautés, des choses comme ça. J'ai fait le tour un peu de certaines personnes en tant que cuisinier, mais même aussi derrière, avec cet aspect, cette casquette un peu plus santé. Et j'ai constaté que les gens en tout cas, avaient pas tous de l'inox ou de la fonte chez eux, c'était souvent du téflon et qui donc a utilisé avec précaution. Voilà, donc ils ont une éponge spéciale pour le téflon parce qu'ils savent, mais en même temps, c'est parce que ça coûte aussi moins cher. Et cet investissement, ils sont pas encore prêts à le faire, ou alors ils comprennent pas forcément que c'est important à le faire. Donc j'allais chez des gens, je leur faisais à manger chez eux en tant que chef à domicile et j'ai pu constater que dans les tiroirs, on y était encore loin. Mais avec un peu d'éducation, ce qui est notre côté aussi, de la santé, on arrive à expliquer les choses aux gens et petit à petit, ils investissent et ils sont même contents de me dire, ah, ils m'envoient un message en me disant, ah, tiens, j'ai acheté cette nouvelle ustensile, donc je suis très content pour eux. Quelques indices fiables quand on achète justement des ustensiles en inox, donc le 1810 ou des appellations en tout cas qui permettent de pouvoir nous dire que c'est du Linux de qualité, comme les i304, qui garantit beaucoup plus clair. On peut faire un test de l'aimant. Bon, je nous vois mal avec un aimant dans le magasin, mais en tout cas, quand ça contient pas du tout de nickel, on peut avoir un aimant qui colle fort. Et donc, dans ce cas-là, ce sera un critère de mauvaise qualité. Le test de l'eau salée, bon, ça va engendrer de la rouille, en tout cas des problèmes au niveau de la corrosion. Et l'aspect et le poids, donc généralement, oui, 0, moins bonne pour la santé. Euh, voilà quelques indices fiables sur lesquels on peut se fier. Et donc, les quelques pièges qu'on peut éviter lors d'un achat inox 1810, c'est que ça ne garante pas 1810. Ça peut être 18.8 ou 18.0, comme on le disait à l'instant. Donc, il existe d'autres aciers inoxydables. Les produits trop légers, qui peuvent être donc la lourdeur du produit est un gage de qualité. L'absence et le marquage. Donc, voilà, c'est bien vérifié dans les ustensiles qu'on achète qu'il y a effectivement des, des, des critères de qualité. Et donc là, il y avait Intéressant. quelques fabricants réputés qui étaient importants. Donc, on connaît très bien, par exemple, Moviel et Le Creuset, mais les autres peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que quand on a un peu moins d'argent, on va peut-être pas aller chez du Moviel, on peut aller chez du De Bruyère. Bon, ce sont aussi des marques qui font des téflons, mais ils ont quand même au niveau de leur commerce, euh, cette possibilité de faire de l'inox et du bon inox quand on cherche du 1810 par exemple. Intéressant. Euh, je vais revenir un peu en arrière. Euh, Ça, on me demande beaucoup ça. On me demande beaucoup. Je vais revenir sur les. Hop, j'ai un petit. Tac. Je vais revenir sur les marques. Voilà. On me demande beaucoup ce qu'on peut acheter. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on peut voir, où on ne sait pas trop, on est un peu perdu Donc, ces critères et ces pièges à éviter lors d'achat sont assez intéressants. Puis, c'est vraiment une démarche de vraiment vouloir acheter une poêle. C'est pas se rendre juste dans le Super U et dire, tiens, il me manque une poêle, j'en achète. Il y a vraiment une démarche qui est, je pense, de
de se renseigner, de regarder. Et donc, avec ce petit diapo, on peut déjà avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut acheter, vers quoi on peut aller, et les repères finalement qu'on peut avoir lorsqu'on va dans un magasin. Donc, c'était ça, en fait, qui était souvent en manque de repères, je trouve, d'ailleurs. Et donc, on va aussi parler d'un autre ustensile qui est la fonte. Et la fonte, principalement composée de fer et de carbone, qui est donc euh, la fonte va être intéressante pour tout ce qui est aussi plat un peu cuisson lente, cuisson de mijoter, de C'est la pleine braisage. saison, là. Voilà, en ce moment avec l'automne, on peut y aller sur les châtaignes, les carottes, en tout cas non, les Les mijoter en tout cas bouillons, les... d'agneau. Ouais, 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 ouais. Bon, on pourrait donner des recettes de cuisine, mais oui, on va dire les plats de grand-mère, si tout dépend quelle était la cuisine de la grand-mère, mais souvent Ah, moi, les thèmes. je mets toujours en référence Maïté. Ouais, Je effectivement, je ouais. suis un fan, je suis un fan. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent, parce que vous l'avez déjà dit, tu me l'as déjà dit par mail, et puis dans les vidéos que tu fais aussi, et je dis, tiens, pourquoi Maïté? Peut-être qu'elle utilise aussi de bonnes graisses, ou en tout cas, elle lui explique bien, mais je me suis demandé pourquoi Maïté, finalement. Ben, Maïté, en fait, elle est du sud-ouest déjà, comme tu le sais. Donc Ouais, déjà, elle cuisine avec du bon gras. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos. On est peut-être pas, bon, elle n'est pas très loin, je pense, en génération. Mais moi, à l'époque, je la regardais. Elle prenait son canard, elle l'égorgeait sur le plateau. oui, Et c'est elle le vrai. préparait de A à Z. Ouais, Donc, c'est chose vrai. qu'on ne fait plus aujourd'hui. On va aller C'est pas acheter du le grillé. canard sous vide. Ouais, 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 c'est vrai. Sauf, par exemple, les gens qui ont encore une attache à leur tradition, parce que tu sais que j'appelle souvent un retournement, mais Ouais. les gens par exemple, moi qui suis musulman, je prends ma bête, voilà, mon poulet, je ne vais pas l'acheter sous vide, on va l'égorger Mhm. nous-mêmes. Et je sais que les Ok. gens, ils n'aiment pas ça, tu vois, parce que voilà, on est dans une période de wok. Mais moi, j'aimais bien le franc-parler et le côté franchouillard de Maïté, justement, parce qu'elle préparait de manière saine, elle cuisinait lentement, elle faisait justement avec les ustensiles dont on est en train de parler. Hein. Tu n'aurais jamais vu Mhm. Maïté cuisiner avec du Non, c'est téflon. sûr. Ça, c'est clair et net. Et tu regarderas, si les gens sont intéressés à aller voir ces vidéos sur YouTube, c'est toujours des ustensiles, les ustensiles dont on parle. Donc, quand on parle d'une alimentation traditionnelle, on va parler d'une alimentation ancestrale, on va parler du paléo, mais quand on parle du paléo, on parle de Maïté en fait. En gros, le Ah, ok. résumé, c'est ça, quoi. Et jamais elle utilisera de produits ultra transformés, Maïté. Enfin, paix à son âme, elle est Ouais, ça, décédée c'est maintenant. sûr. Mais donc voilà, c'était juste, en fait, c'est comme une espèce de punchline. Ça permet de figurer, d'avoir une image claire quand je leur dis qu'est-ce que c'est que manger sainement. Au final, voilà, Ouais. enfin, c'est ce genre de type de cuisson traditionnelle, de cuisine traditionnelle, où on mangeait l'animal du museau jusqu'à la queue, où on ne mangeait pas toujours juste les viandes rouges, etc. Donc, c'est cette approche, et c'est pour ça que je mentionne souvent Maïté, parce que ben voilà, je l'ai vu, moi, trancher un ragondin direct sur France 3, le ragondin vivant. Non, mais je me Qui souviens de fait ça ça. Ouais, aujourd'hui? Qui fait ça? ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc J'avais été voilà, en c'était voir pour quelques-unes. te répondre. Je te laisse continuer. Ok, super. Donc voilà, on peut parler un peu de composition de la fonte, mais on pourra, je sais pas, retrouver peut-être toutes ces informations avec la vidéo, mais l'idée c'est que la fonte, par sa composition, est donc saine. À savoir donc qu'elle contient beaucoup de fer et donc potentiellement augmenter la teneur en fer de certains aliments, mais ça reste potentiellement euh, et peut-être pour des personnes qui auraient trop de fer déjà en elles, je sais pas, en tout cas j'imaginais un peu ce côté, c'est pour ça que j'émets des réticences et qu'il y a un article qui en parle. Les qualités de la fonte, du coup, c'est rétention à la chaleur, donc ça emmagasine la chaleur, ça cuit lentement, c'est idéal pour les cuissons longues homogènes, c'est bien réparti partout, surface naturellement anti-adhésive, donc on parle de culottage, donc ça, Maïté, bah, c'est sûr, elle connaît ça. En tout cas, le culottage, c'était la partie essentielle de ces ustensiles sains. On va le voir ce que c'est que le culottage tout à l'heure en quelques secondes, mais c'était une enfin, une couche protectrice naturelle quand on vient chauffer à petit feu une huile qui va permettre de créer une petite couche protectrice dessus, protectrice et anti-adhésive. Chose qu'on ne fait plus parce que peut-être qu'on n'a plus le temps ou parce qu'on ne sait pas le faire, mais ce sont des choses qui sont importantes. Ça, en cuisine, par contre, je l'ai vu faire et j'utilisais encore, il y a de ça encore un an, même pas, mais ça, c'est souvent fait. On avait des ustensiles en fonte et on faisait ça avec ça.
pour nos cocottes en tout cas. Durabilité exceptionnelle, c'est sûr, on peut parler ça se transmet de génération en génération. Ça fonctionne sur beaucoup d'ustensiles aujourd'hui, hein, même l'induction, donc qu'on retrouve de plus en plus partout. Et donc, ça a une résistance aussi, par exemple, même au feu de bois ou autre. La fonte, par exemple, je l'ai utilisée récemment lors d'un repas que j'ai fait chez des gens, comme un petit brasero sur table, puisque l'idée, c'est que je sois un petit peu partout, à la fois dans le service et dans la cuisine. Et la fonte, m'a permis, j'ai acheté ça sur un site internet, ça m'a permis de faire un petit foyer de feu à l'intérieur et de poser ma pièce de viande dessus à réchauffer pendant que les gens étaient quelque chose qui était que vous pouvez prendre avec des maniques, là, mais c'est un côté hyper agréable au niveau déjà chaleur, et ça restitue bien en tout cas la chaleur. Donc, c'est ultra résistant. On peut voir un petit tableau sur les fontes qui existent, fonte brute, fonte émaillée ou fonte aluminium, à ne pas confondre. Donc, il y a un alliage aluminium. L'aluminium, on est moins pour. Mais la fonte émaillée, on peut retrouver ça sur, par exemple, le creuset, Staub, etc. Ce sont donc une sorte d'émail, ça peut être souvent blanc ou autre, mais c'était à l'époque, je me souviens, c'était blanc. C'est un émail qui permet en tout cas d'avoir une couche anti-adhésive. Euh, voilà, c'était, je pense, ça a été créé pour répondre à une et qui est plutôt saine. Donc, il n'y a pas besoin de culottage. Donc, ça enlève une étape peut-être parfois difficile, qui peut être un peu, peut-être un critère d'achat en tout cas. Donc, ça existe, la fonte émaillée, on le sait, et elle est plutôt bonne en tout cas saine pour la cuisine. Et on voit un peu les usages courants. Donc, voilà, il faut dans ma pratique, en tout cas actuellement de naturopathe, quand je me dis, je vais faire les courses avec les gens, en fait, et ensuite je leur prépare des cours. On fait des cours de cuisine ensemble. Et j'explique souvent ce que le nutritionniste ou le naturopathe ou autre, ou en tout cas a voulu expliquer à cette personne-là, puisqu'en général, quand elle ressort d'entretien avec un médecin, elle n'a rien compris. Et donc, j'ai axé là-dessus. Donc, les ustensiles font partie. Donc, quand on fait le tour de la cuisine, on fait le tour de ce qui en parle. Donc, les Intéressant. avantages, on a vu, une résistance, polyvalence, longévité. Les limites, ça peut être la lourdeur, fragilité au choc et l'entretien régulier, sauf pour les mailles. Ouais. Donc, le Mais bon, culottage, c'est pas un prix cher payé, quoi. non, non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, de toute façon, il faut y voir les avantages de la personne. Donc, souvent, c'est la durabilité, hein. Je vais pas. Et puis, quand on sait qu'on fait un accro dans du Tefal, la personne qui a vraiment envie de prendre soin de sa santé, elle le fait tout de suite, quasiment, hein. C'est assez instantané. Donc, le culottage, c'est quoi? Comment faire? Bah, effectivement, c'est une petite couche protectrice anti-adhésive et anti-corrosion que l'on fait. Donc, en général, on lave bien à l'eau chaude son ustensile quand on l'achète. On le sèche bien. Et puis, on peut le faire chauffer au four ou sous une plaque de cuisson. Moi, je le fais sous la plaque de cuisson. J'ajoute un peu d'huile de colza en général, puisque je ne vais pas y mettre une huile non plus qui coûte super cher, mais une bonne huile de colza quand même, parce qu'on parle de ce qu'on met aussi à culottage, ça doit être sain. Et donc, j'estime que les repères que je donne aux gens, c'est la couche dorée ou dorée foncée qu'on peut avoir lorsqu'on culotte une poêle, par exemple, une poêle inox, quand on va faire les crêpes dedans. On peut utiliser la fonte aussi là-dessus. Mais donc voilà, ça va être sur une fonte, c'est noir. Donc, généralement, c'est noir, donc on va pas forcément voir. Mais le point de chauffe doit être légèrement. Faut pas y voir non plus trop de fumée qui sortent de la poêle, c'est pas bon. Mais voilà, c'est à température douce et on va venir chauffer. Et puis ça peut venir être un petit peu collant au fond de la poêle, qui sont des marqueurs un peu de culottage qui sont bons et qui ont pris à l'ustensile. Donc, ça protège contre la rouille, contre le lavage. C'est à faire régulièrement dans le sens où tout dépend de l'usage des ustensiles que l'on en fait. Bon, moi, ça va être en cuisine, c'était tous les mois quasiment, mais voire tous les 2 mois, mais tout dépendait si ça avait été fait correctement. Voilà, donc ça, c'est pour le culottage. Donc, c'est vraiment la couche anti-adhésive, anti-corrosion et puis saine. Ouais. Et ça permet de On peut C'est aussi. pareil pour par exemple, pour les tagines en argile au Maroc, ils le font, ça. Voilà, Ils c'était le font pas. aussi, ah ouais, ok. Ouais, ils le font Ah, sur le intéressant. Ils le four. font de la même façon sur le feu avec une couche d'huile Ouais, et exactement, avec l'huile et tout, ils le font chauffer, tout ça. ah, génial. Ok.
Et puis, Ouais, alors voilà, c'est on bien peut que tu parler. parles d'éviter le lave-vaisselle, tu vois, parce Ouais, que j'avais émis ça une fois, j'avais discuté quelqu'un qui discutait avec moi, et j'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de dysbiose qui se faisait justement parce que les gens lavaient avec leur lave-vaisselle. Et tu sais, quand tu ouvres la vaisselle, tu sens cette odeur là, ça, tu ouais, vois, ouais, c'est pas terrible, et c'est au niveau des bactéries en fait qui restent sur les assiettes. c'est ça, Et exactement. donc du Ok, coup, d'accord. ça, Ah tu ouais. l'avales, ça fait partie aussi des choses. Effectivement, mais ça, vous l'avez mentionné dans un cours, je crois que c'était d'ailleurs sur le supplément alimentation. Ouais, Il y a éviter le lave-vaisselle pour justement, dans un paragraphe, il y a justement pour ça. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Parce que c'est vrai ouais, qu'aujourd'hui, laver à la main, faut expliquer pourquoi, mais bon, tant que la ouais. personne le sait, c'est aussi intéressant. Ça fait partie de cette éducation saine, en tout cas globale. Et donc, bah, effectivement, on va éviter d'utiliser les abrasifs qui vont pouvoir éliminer ce culottage ou en tout cas qui vont être trop forts pour le culottage. Il existe des petites éponges que j'utilisais en cuisine d'ailleurs pour éviter de rayer à l'époque justement certains matériaux en téflon que j'utilisais et ils avaient mais bon j'ai trouvé j'en ai une ici chez moi et c'est une petite qui ne fait pas de rayures, c'est une matière un peu spéciale, je ne sais pas ce que c'est cette matière non plus mais en tout cas elle permet de venir, par exemple, lorsque ça peut un petit peu accrocher, il y a certaines fois certaines aspérités qu'il peut faire. Dans ce cas-là, je sais que je vais refaire un culottage, mais pour éviter de venir gratter ou de venir faire tremper trop longtemps, ou en tout cas, j'avais utilisé cette petite éponge. Bon, normalement, ça ne devrait pas coller, on ne devrait pas avoir eu recours à cette éponge, mais ça peut arriver. Donc, et puis pour éviter d'abîmer aussi le culottage, j'utilise ça. Ok. Voilà, donc on sèche. Alors, je sais que dans la restauration, il était interdit de sécher avec un torchon puisqu'on venait amener des bactéries en plus après un lavage ou la vaisselle qui avait été fait par des produits, etc., etc. Donc, on n'est pas ce qu'on recherche. Le résultat, c'est toujours une question de résultat. Ce qu'on recherche dans les restaurants, c'est pas forcément ce doit être applicable chez nous. Et donc, voilà, en tout cas, il y a ces préconisations qui sont importantes, notamment au niveau du lave-vaisselle. Ok. Euh, et donc, effectivement, l'entretien d'un culottage, c'est on peut venir huiler un petit peu après usage. Donc, quand on a lavé, séché, on peut venir mettre une petite huile à nouveau protectrice. Dans la fonte émaillée, pas besoin forcément. Enfin, pas besoin du coup. Voilà, donc ça, c'est pour la protection. Bien souvent aussi, on va devoir le ranger dans notre placard. Bon, bah, là-dessus, on peut y mettre un petit papier absorbant ou autre chose, un torchon, peut-être intéressant. On peut parler un petit peu du verre aussi, hein, on l'appelle borosilate, mais ce sont tous les verres en Pyrex. Moi, je me souviens, ma mère avait beaucoup de ça et on cuisinait beaucoup dans le Pyrex. C'était un coût qui était moins cher, mais qui était aussi tout intéressant et donc neutralité alimentaire. Mais ma mère avait eu ça de sa mère et ma grand-mère avait eu de ça de mon arrière-grand-mère. Donc les Pyrex se passaient de génération en génération aussi, mais c'est quelque chose dans lequel on cuisinait beaucoup. Euh, et puis moi, ce que j'y retrouve d'intéressant, et aujourd'hui on le voit, hein, c'est peut-être un investissement aussi, mais c'est de pouvoir avoir, parfois dans le batch cooking, on appelle ça, certaines personnes font leur programme, enfin font leur cuisine le dimanche pour avoir sous 3, 4 jours ou la semaine. Ça peut être intéressant de stocker dans du verre, notamment si jamais ils ont besoin de faire réchauffer au micro-ondes, par exemple, mais aussi dans une poêle qui serait mieux chez eux, mais souvent au boulot c'est un peu plus compliqué. Au moins, ils réchauffent dans du verre et pas du plastique. Exactement. Donc ça peut être intéressant à penser. Donc voilà, quelques types de verres. Le soda calcique, c'est surtout utilisé pour les bols. Bon, il y a différents types de qualités, hein, mais souvent on peut penser par exemple à Ikea qui faisait beaucoup ça. Mais d'autres marques bien sûr, hein, mais ils faisaient pas du Pyrex, mais ils faisaient un verre un peu plus courant, moins cher, et c'était ces bols fameux en verre. Bon, je suis pas trop pour, mais je suis plus pour le Pyrex, mais ou d'autres ustensiles. Mais en tout cas, la conservation, c'était plutôt intéressant. Enfin, moi, j'utilise à titre de conservation aujourd'hui, et après plutôt fonte pour tout ce qui est plat mijoté. Ok. Les avantages du Pyrex, on l'a un peu vu, en tout cas du verre, c'est neutralité alimentaire, il n'y a pas de réaction entre l'aliment et l'ustensile. La transparence, c'est intéressant aussi, les gens aiment bien voir à travers ce qu'il y a. Quand, par exemple, ça m'est arrivé d'utiliser du bambou dans tout ce qui était cuisine asiatique, dans des paniers vapeur. Et j'aimais bien avoir quand même ce côté, à l'époque,
transparence, vous pouvez voir ce qui était à l'intérieur et la pointe de cuisson. Ça, c'était surtout quand je faisais des chefs à domicile, ça me permettait de vraiment jeter un œil et puis de ne pas toujours avoir vérifié en soulevant les couvercles, puisqu'il y avait plusieurs choses qui étaient sur le feu. Mais en tout cas, la transparence peut être un critère intéressant pour voir à travers la cuisson, voir où on en est. L'esthétique, bon, bah, forcément, parce que ça peut être intéressant. Souvent, on me donne, ah, j'ai des amis à la maison, je veux faire, etc. Bon, bah, le verre peut être intéressant parce que, bah, pour ce qu'on a vu, à part l'esthétique, ça pouvait être aussi moins coûteux, pouvant être au four et être servi sur table directement. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et puis au niveau du lavage, bah voilà, ça fait partie aussi des critères intéressants. C'est plus simple, on peut laisser tremper, il n'y a pas de problème de corrosion ni de rouille ou quoi que ce soit. C'est durable et écologique, une alternative au plastique, comme on l'a expliqué. Résistance aux odeurs, bien sûr, il n'y aura pas d'odeur sur le verre. Et puis le prix, comme on l'a dit tout à l'heure, moins cher que tout le reste. Mais je pense que du coup, il faut avoir un panel d'ustensiles un peu variés. On peut utiliser le verre pour justement tout ce qui est conservation frigo, puis aussi quelques plats au four. On peut utiliser tout ce qui est cuisson sautée ou autre, en tout cas, qui peuvent être sur de l'inox, et puis tout ce qui est fonte, qui peuvent être mijotés sur le feu, à petit feu, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu les inconvénients, par contre, du verre, ce sont les chocs qui peuvent être thermiques. Donc, généralement, comme on le dit, on n'aime pas les chocs thermiques sur tout ce qu'on fait. Donc, mais le verre encore moins. Donc, on peut laisser un petit peu refroidir avant de pouvoir mettre de l'eau froide dedans pour pouvoir créer un choc thermique et décoller un peu les sucs au fond qui peuvent être parfois dur à évacuer lorsqu'on vient gratter ou ce qu'on veut enlever, les choses qu'on collait. Bon, moi, j'utilise de l'eau et les sucres, en général, je les récupère parce que j'ai un peu ce côté gourmandise. On parle de sucres qui sont de réaction de Maillard ou de caramélisation des aliments, d'autres choses que, bon, bah, il y en avait déjà dans des tout premiers cours qu'on avait fait, c'était ou devoir, c'était sur les souris d'agneau, en tout cas, ou sur de l'agneau. Donc, cette fameuse réaction de Maillard qui se fait, c'était quand on avait parlé de, de cette réaction de Maillard qui se faisait à l'intérieur du corps. Ouais, Euh, on parle de caramélisation, on parle caramélisation. comment on appelle ça, c'est le mot, J'ai j'ai mâché le mot. ouais, enfin bref, ça a à voir avec la glycation. C'est la La glycation. glycation, voilà, exactement. Voilà. Et donc, pour en revenir aux inconvénients du Pyrex, conduction thermique, effectivement, c'est pas égal partout. Tout dépend de comment a été fait le verre, le Pyrex, à sa construction, à sa fabrication. Et puis le poids, bah, forcément, bon, on parle d'aluminium, mais ça, c'est à proscrire, mais souvent plus lourd. Bon, voilà. Mais c'est pas non plus, on va pas faire des haltères en soulevant un plat en verre. La compatibilité limitée, oui, effectivement, on va souvent utiliser ça sur le four et pas sur des plaques de cuisson parce que bah, la compatibilité est souvent moins bonne, surtout aujourd'hui au niveau de l'induction. Les usages courants on en a parlé, les usages courants pour le verre, c'est les plats gratins, les fours, bols, Voilà. saladiers, Pérex, Ouais, voilà, etc. Conseils bon, d'entretien, bon, c'est les conseils d'entretien, c'est laver à la main, éviter encore une fois le lave-vaisselle pour ce qu'on expliquait avant. ouais. Les supports à laver, ça peut être quand on- sur la table. Voilà. Ouais. Euh, Parler aussi de la céramique et ça m'intéressait, je pense, parce que la céramique, c'était aussi beaucoup utilisé sur tout ce qui était plat, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était au Maroc ou en tout cas à Tagine qui sont très intéressants. Et je trouve qu'on peut y faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Donc, il y a quelques liens ici intéressants sur la céramique, mais moi, ça m'intéresse la céramique parce que je trouve ça très beau aussi. Et puis, lorsque je vais chez des gens, c'est un côté très esthétique. Donc, et puis tout de suite, on a plus envie de cuisiner dans des choses aussi qui sont saines et du coup esthétiques aussi, hein. Forcément, ça donne envie. Donc, ça peut paraître un peu brut aussi, un peu froid, l'inox, la fonte, tout ça. Et c'est vrai que la céramique amène un côté un peu chaud, un peu Ouais. authenticité, un peu agréable aussi. Ça, On, j'aime s- bien. on se rappelle des gros plats de soupe là, qu'on avait au milieu de la table, là, dans la céramique. Bah Hein, ouais, ça donne toujours envie, hein, le visuel aussi. C'est c'est ça. intéressant. Bon, Ouais, il va pas nous rester longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme conclusion? eh Bon, l'argile, bien, ça on connaît, hein, le quartz, les pigments minéraux. voilà, bon, la conclusion, c'est aussi, on parlait des perturbateurs endocriniens, mais voilà, donc pourquoi on utilise tous ces ustensiles? Bah, parce que là, on peut voir un schéma, ça ne s'arrête pas juste à sa cuisine, mais aussi à l'environnement.
c'est que si on veut limiter un peu notre impact, bon, on en parle beaucoup, je ne vais pas rentrer dans l'impact environnemental de chaque personne, je ne suis pas assez calé non plus, mais c'est quelque chose auquel je suis sensible comme beaucoup de monde, mais pas non plus, je ne suis pas en train de militer, mais on peut parler donc de ce fameux PFAS, PFAO. Ce sont des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans beaucoup l'industrie, que ce soit automobile, on le voit, batterie électronique, emballage alimentaire, cosmétique, produits ménagers, médical, pharmaceutique, et donc anti-adhésif dans le téflon, le moule à pâtisserie. On peut parler aussi du silicone, les mauvais silicones. Bien souvent, ça, on a fait l'éloge au silicone parce que c'était très pratique, mais effectivement, on peut avoir euh, des problèmes en utilisant le silicone, surtout à haute température. Donc, il y a différentes qualités de silicone. Donc, les PFOA, qui sont les produits qu'on retrouve lorsqu'on chauffe trop les téflons euh, à une température élevée et trop régulièrement, ou en tout cas quand on fait quand on fait des dommages liés aux ustensiles qu'on cuisine, avec lesquels on va cuisiner. Donc, quelques critères quand on achète, c'est aussi peut-être ces labels qui peuvent être intéressants. Et puis, pourquoi moi, bah, dans notre pratique, ça va nous intéresser beaucoup aussi. Pourquoi on utilise des ustensiles sains? C'est parce que effectivement, ceux qui sont nocifs pour la santé vont pouvoir augmenter. On parle beaucoup de la thyroïde et des ustensiles au PFAO, PFOA, mais voilà, donc il y a quelques liens ici qui induisent donc des changements au niveau de Ouais. des Et perturbateurs au surtout, niveau de la surtout les thyroïde. femmes qui sont super exposées à ces perturbateurs endocriniens, nous aussi, mais c'est vrai que chez elles, c'est un impact. Et plus on avance dans l'âge, plus on arrive vers la ménopause et tout, et plus C'est c'est ça. important. Moi, d'ailleurs, dans les conseils que je donne à mes clients, c'est justement voilà, de ne pas utiliser ce genre de produit. Exactement. Je dirais que dans cette conclusion un peu qu'on peut faire, c'est ce qui va nous intéresser là-dedans, OK, on a vu ce que c'était d'utiliser des ustensiles sains et pourquoi, mais il y a l'aspect sur la santé qui nous importe beaucoup. Et donc là, on peut voir effectivement il y a un impact sur beaucoup, 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 on Ouais, appelle ça sur des le perturbateurs cancer et tout ça. métaboliques et qui sont un impact énorme sur le système immunitaire, on le sait, hein, et puis à force d'engendrer une barrière intestinale chronique et délétère, on peut laisser passer beaucoup plus Ah ben oui, après d'endotoxémie. l'hyperperméabilité intestinale, la dysbiose, tout est lié, quoi. Donc, ben C'est écoute, ça. c'est super important. Je te remercie énormément pour cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup faire réfléchir. Et ben écoute, on ne pouvait pas faire mieux, je pense, aujourd'hui, dans le temps qui nous était imparti. On est désolé, mais bon, voilà, Non, non, mais c'est on comme est ça. toujours obligé d'un petit peu limiter. Donc, écoute, je te remercie pour cet exposé. Les gens qui voudront avoir un peu plus d'informations, on a deux articles sur notre